Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle cartographie du zonage en kiné. Avec l'apparition progressive des différentes zones en région, je pense qu'il est essentiel justement que les kinés comprennent bien les modifications qui ont été réalisées, ce que ça implique aussi pour leur exercice et comment la Fédé les y accompagne. Alors pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux kinés aujourd'hui. Bonjour Céline. Bonjour Arnaud. Bonjour Céline. Bonjour Thomas, comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Super, très bien. Écoute la forme, on est très heureux de se retrouver. Enfin. Alors pour le deuxième épisode, tous les deux, parce que on s'est déjà vu pour le numérique en santé pour toi Arnaud, Tout à fait. Et pour toi Thomas, c'était sur l'harmonisation des frais de scolarité. C'est ça. Voilà, donc je vous invite bien sûr à les réécouter, pourquoi pas, et à les écouter pour ceux qui n'ont pas encore eu ce plaisir. Mais on va revenir à notre sujet du zonage. Alors, on va faire un ping-pong, on verra bien comment ça va se goupiller. Mais voilà, alors pourquoi et quand ce zonage a été installé ? Alors, ce zonage, c'est pas nouveau. Ça date avant que je sois diplômé, puisque l'avenant 3 a instauré le principe du zonage donc l'avenant 3, c'est 2011 à peu près, et c'est lui qui a mis les premières bases du zonage. Donc, pourquoi ce zonage ? Parce que la kinésithérapie a la chance d'avoir une démographie très intéressante, avec beaucoup d'installations. Les installations sont largement positives par rapport au départ, donc on a de plus en plus de kinés. Mais un défaut, c'est que la répartition n'est pas optimale. Donc, on a des endroits où il y a plus de kinés que d'autres. Et l'assurance maladie, l'État de manière générale, veut assurer à la population un égal accès aux soins. C'est dans la loi. La loi donne comme mission à l'assurance maladie d'assurer un égal accès aux soins, d'où ce principe de zonage pour les kinésithérapeutes, mais pas que pour les kinésithérapeutes. Il y en a pour les orthophonistes et d'autres professions. Et dans le but d'essayer d'adapter l'offre à la demande et qu'elle soit égale à peu près partout. Tout à fait. L'exemple typique, c'est votre grand-mère qui a besoin d'un kiné. C'est vrai que nous, sur le terrain, on se dit on n'a plus de place parfois, et d'autres endroits où on se rend compte que par contre, la réponse n'est pas là. Et donc, pour ma mamie, finalement, on ne trouve pas de kiné, tout simplement parce qu'elle habite dans une zone où il n'y a personne autour, alors qu'on entend dans différentes zones, différentes localités, où il y a beaucoup, voire parfois trop de kinés, pour certains qui ont du mal à remplir leur emploi du temps. Donc, et il paraissait cohérent, afin de répondre aux besoins du territoire, de pouvoir tout simplement positionner les kinés aussi, afin de répondre à la demande. Alors, à quelle fréquence le zonage il est mis à jour ? Oui, Alors, il est mis à jour. Initialement, la mise à jour des cartes, ça devait être à peu près tous les 3-4 ans. Le problème, c'est que c'est un processus un peu complexe, donc ça met un peu de temps. Donc, il y a eu une première... donc, l'avenant 3 a été signé en 2011. Le temps que les cartes soient faites, etc., il a été appliqué en 2013 à peu près. Alors, ça dépend des régions parce que c'est une application régionale. C'est validé. Il y a tout un processus de validation au niveau régional. Donc, c'est publié région par région. Et donc, ça a été publié dans l'année 2013 à peu près. Alors, il faut savoir que le premier zonage, toute la partie restriction d'installation a été annulée en Conseil d'État. Donc, il n'y avait que les aides incitatives. Donc, c'était une carte qui était que pour les aides incitatives dans les zones sous-dotées. Et la deuxième mise à jour a eu lieu après avec l'avenant 5. L'avenant 5 a réinstauré la restriction d'installation dans les zones très surdotées. Et donc, la mise à jour des cartes a eu lieu en 2019. Donc, il s'est passé à peu près 6 ans entre les deux mises à jour. Et là, l'avenant 7 est arrivé donc, en 2023.
Et donc, la mise à jour des cartes est en train de se faire 2024-2025. Donc, il a fallu attendre à peu près 5 ans. Ce qui a changé depuis, c'est que la loi Valtou a été publiée, a été votée, et elle oblige les ARS à mettre à jour les cartes tous les 2 ans. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une obligation légale de mettre à jour les cartes tous les 2 ans. Et dans les réunions qu'il y a pu y avoir au niveau des ARS, les ARS ont bien conscience de cette obligation. Et donc, elles savent qu'elles vont mettre à jour les cartes tous les 2 ans. Donc, on va y veiller pour vraiment que ce soit au plus proche de l'activité de chaque territoire. Parce que c'est vrai qu'attendre 5-6 ans une mise à jour des cartes, ça pose problème. On a des véritables dynamiques sur le territoire, il faut réussir à s'y adapter de manière importante. Autant on va avoir justement ce bassin parfois méditerranéen qui est très attractif avec une forte augmentation de la population, avec notamment la notion de vieillissement, et donc des populations qui à la retraite se rapprochent un petit peu, vous savez, de la chaleur, on va dire. Et puis il y a des zones justement qui sont peut-être plus rurales et qui, elles, ont des fuites en termes de démographie, et il va falloir justement adapter pour permettre rapidement de répondre encore une fois, et c'était la première question, de répondre aux besoins et aux attentes de la population, des usagers de santé, et pour se rappeler aussi finalement des gens qui nous sont parfois proches aussi. J'insiste bien sur ça parce que c'est vrai que souvent on se projette en tant que professionnel de santé, mais il faut se rappeler que nous aussi nous sommes usagers, et parfois on rencontre des difficultés à avoir un rendez-vous, à avoir chez n'importe quel spécialiste, parfois même chez notre médecin traitant, et donc il faut se mettre aussi à la place des attentes des patients pour les kinésithérapeutes. D'accord. Là, sur la mise à jour du dernier zonage, il y a des nouvelles catégories. Enfin, elles ont plutôt été renommées. Alors, quelles sont justement ces différentes catégories ? Alors, initialement, il y avait 5 catégories. On partait de zones très sous-dotées, ensuite zones sous-dotées. Et c'était les 2 zones qui pouvaient bénéficier d'aides incitatives. Ensuite, il y avait les zones intermédiaires, les zones très dotées et les zones très surdotées. Et les zones très surdotées, c'est là où il y avait la restriction d'installation. Donc, il y avait le principe du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on pouvait s'installer que s'il y avait un kiné qui partait. C'était ça le principe. Là, les zones, alors il n'y a plus que 4 catégories. Et elles ont été dénommées différemment. Donc, il y a les zones très sous-dotées, qui sont les zones où on peut avoir les aides incitatives, les zones sous-dotées, les zones intermédiaires et les zones non prioritaires. Donc, les zones non prioritaires, c'est là où il y a la restriction d'installation. La dénomination a changé parce que ça correspond mieux aux réalités de terrain. C'est-à-dire que même si on disait qu'il y avait des zones très surdotées, pour autant, les kinés qui sont dans ces zones-là, ils ont du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'offres par rapport à la demande. Il y a plus d'offres que dans d'autres territoires, donc ils sont mieux dotés. Mais pour autant, ils n'étaient pas non plus en excès complet, quoi. Donc, cette dénomination, elle permet de coller plus à cette réalité. C'est-à-dire qu'il y a les zones non prioritaires, c'est-à-dire que ce n'est pas là où on met la priorité pour l'installation. On réduit un peu on limite un peu l'installation dans ces zones parce qu'elles sont mieux dotées, et on essaie d'inciter plus fortement à l'installation dans les autres zones, et notamment les zones très sous-dotées. C'est exactement ça. Sur le territoire, on se rend compte qu'il y avait vraiment cette demande des kinés. Et d'ailleurs, l'étude qu'on a faite avec la FMKR en 2021 avait bien montré qu'il n'y avait pas réellement de zones surdotées. Il y a des zones normalement dotées en kiné, et puis il y a des zones sous-dotées, en effet, pour pouvoir répondre aux attentes. Donc le changement de dénomination, déjà, montre qu'il y a une prise en compte, finalement, de notre ressenti et de la réalité. Et finalement, notre démographie doit être une chance pour réussir à ce que l'on ait une répartition sur tout le territoire. Et finalement, alors, est-ce que le pourcentage justement de ces zones anciennement surdotées et zones non prioritaires sont équivalentes actuellement ou... Alors, ça, c'est un pourcentage de population couverte par ces zones. Ça évolue en fonction des avenants conventionnels, de ce qui est décidé, de ce qui est négocié finalement. Puisque donc, c'est une attente forte de la part de l'assurance maladie, de répondre aux besoins de la population et de mieux répartir les professionnels. C'est même une des attentes numéro 1 de leur part. Et nous, on est prêt à y répondre à condition de... Donc, c'est un échange de bons procédés, on va dire. Et donc, le pourcentage de population couverte dans les différentes zones est issu de ces négociations conventionnelles. Et donc, à l'avenant 5, c'était 12,5% de la population qui était couverte par les zones aidées et par les zones non prioritaires. Et ces pourcentages ont évolué, puisqu'aujourd'hui, donc, on a, que je ne dise pas de bêtises, donc 30% de la population qui est couverte en zone non prioritaire, donc en restriction d'installation, et 15% de la population qui est couverte en zone aidée, sachant que ça peut être élargi au niveau régional de 2,5%. Donc ça, on couvre quasiment toutes les zones aidées qui pouvaient être élargies ont été élargies. Donc on est à 17,5% de la population couverte.
Et après, on pouvait basculer un petit peu au niveau des zones non prioritaires, mais ça n'a pas été fait partout. Ça dépend vraiment des régions. Il y a eu des discussions aussi auprès des professionnels de santé et du territoire. Les URPS, les Unions régionales des professionnels de santé, pour la branche masseur-kinésithérapeute, a généralement soit fait des études, soit interrogé le terrain pour savoir quel bassin de vie aussi, en termes de réalité, avait besoin éventuellement de basculer dans un sens ou dans l'autre en termes de demande. Et là-dessus, il faut saluer le travail au niveau national de nos élus aux URPS qui ont cherché à trouver la bonne solution et qui ont à leur main une petite marge de manœuvre. Certes, on estimera toujours que ce n'est pas assez, mais ça, après, c'est du champ conventionnel et non des URPS. Donc URPS, ARS, est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes dans ces discussions ? Alors c'est là où on rentre un peu dans la complexité de la chose, c'est-à-dire que la répartition des populations de chaque zone est décidée au niveau conventionnel, donc au niveau national. Et après, tout le processus décisionnel final est un peu au niveau régional et un peu départemental. Donc il y a une concertation des ARS avec les URPS pour basculer des zones. Il y a une marge d'adaptation de 2,5% de population. Après, c'est validé dans les CTS. Les comités territoriaux de santé. Merci. Merci. C'est validé en CRSA. Un comité régional santé et autonomie. Et ensuite publié par l'ARS. Voilà, donc c'est tout des processus. Enfin, ça passe aussi en CPR. Commission paritaire régionale. Voilà, pour. Merci, ces acronymes. D'où en fait, l'avenant 7 a été signé en août 2023 et les cartes commencent à apparaître. La première carte, c'est Bourgogne-Franche-Comté, je crois, elle est parue quasiment un an après. Donc tout ce processus décisionnel, c'est quand même très long, un peu lourd. Si on parle de simplification, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à trouver ici. Après, c'est important parce que ça permet d'adapter le zonage à des problématiques territoriales propres qu'au niveau national, on n'a peut-être pas dans le viseur. Donc c'est important, mais le processus est un peu lourd quand même. Au sein des CTS, des comités territoriaux de santé, les usagers siègent aussi. Il y a aussi le lien ville-hôpital, puisque justement les établissements aussi sont représentés, les autres RPS, et ça va permettre tout simplement d'échanger à ce niveau-là sur les besoins, les attentes parfois que l'on n'a pas, dont on n'a pas forcément conscience lorsque l'on est au niveau national, et c'est normal, et c'est d'où l'importance. On est quand même plus sur une concertation, discussion, mais la validation, quoi qu'il arrive, elle se fait, la négociation se fait, elle, au niveau des ARS et URPS. Et quels sont les critères alors d'évaluation ? Alors, pour définir les zones, alors c'est assez complexe, je vais essayer de faire simple. Ceux qui sont techniciens de la chose m'en voudront sûrement, mais je vais essayer de simplifier la même chose. En fait, pour classer les zones, on a un découpage en bassin de vie, canton-ville, bassin de vie, pour faire simple. Et ces bassins de vie sont classés selon un APL. Un APL, c'est une densité améliorée. Une densité, c'est un nombre de kinés par rapport à une population. L'APL, c'est pas tout à fait un nombre de kinés. On parle d'activité des kinésithérapeutes. Donc, on ne prend pas un kiné égale 1. C'est vraiment, on prend l'activité, on prend la médiane d'activité, ça fait 1 ETP. Et après, chaque activité est définie selon cet ETP. Je crois que j'ai déjà perdu quasiment tout le monde. Alors, ETP équivalent temps plein. Voilà. Donc, on prend l'activité des kinésithérapeutes. On prend la population des bassins de vie, c'est-à-dire on la pondère en fonction de l'âge, c'est-à-dire qu'on sait que plus une population est âgée et plus elle consomme des soins de kinésithérapie. Donc c'est pris en compte dans l'APL. On prend aussi la distance de la population avec les soins, par rapport aux soins, enfin la distance par rapport au cabinet, etc. Donc c'est une petite pondération. Et le temps. Le temps aussi, voilà. Distance-temps, pour vraiment considérer que l'accès puisse être réalisé. Voilà. Exactement. Et pareil, tous les kinésithérapeutes ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire les kinésithérapeutes de plus de 65 ans ne sont pas pris en compte puisqu'ils sont proches de la retraite, donc ils vont quitter la zone un jour ou l'autre. Et pareil, les nouveaux diplômés comptent pour 1 ETP, peu importe leur activité. En fait, quand ils commencent leur activité, c'est considéré comme 1 ETP. Donc ça donne un APL, c'est donc une densité améliorée, et chaque bassin de vie est classé selon cet APL. Alors il faut savoir que l'APL, c'est fait par la DRES, la Direction régionale des études et statistiques. Ouais. Et donc, il y en a pour les kinésithérapeutes, il y en a pour les orthophonistes. C'est vraiment un outil, c'est pas à notre main, c'est un outil qui est un outil statistique et qu'on utilise pour le zonage et qui a certes
quelques défauts, mais quand même assez complet et qui permet d'éviter quand même certains biais sur le fait qu'il y ait des kinés qui ont des petites activités, d'autres qui ont des grosses, etc. Donc, il y a des défauts, mais il est quand même bien fait. Et à partir de là, on classe les zones et on a les zones avec le plus gros APL sont les zones les mieux dotées et les zones avec le plus petit APL sont des zones les moins bien dotées. Et les APL, ça part de 24, donc qui est à peu près 24 kinés pour 100 000 habitants et on va jusqu'à 240, 280, donc il y a des grosses disparités quand même. Et pour boucler sur ça, par rapport à ce que Thomas disait sur les négociations en termes de population, chaque bassin de vie, du coup, a une population qui lui est propre, un nombre d'habitants. Et donc, à partir du moment où on va faire basculer un bassin de vie, tout simplement, c'est sa population qui change et donc jusqu'à atteindre les 2,5% justement de négociations possibles. Voilà. Alors, est-ce que ce nouveau zonage a des conséquences sur les kinés qui sont déjà installés ? Alors, les kinés désinstallés sont concernés par le zonage. Alors, il y a différentes zones, comme on a vu. Donc, dans les zones très sous-dotées, donc ceux qui sont dans les zones très sous-dotées, ils ont accès aux contrats incitatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent signer des contrats. Alors, il y a 3 contrats. Il y a le contrat d'aide à la création de cabinet, ça veut dire que celui qui vient dans la zone, il touche 50 000 euros sur 5 ans, enfin 49 000 euros sur 5 ans pour créer un cabinet. L'autre contrat, c'est le contrat d'aide à l'installation si on rejoint un cabinet existant, on peut toucher 34 000 euros sur 5 ans. Et après, les kinés qui sont déjà dans la zone, ils peuvent demander le contrat d'aide au maintien dans la zone. Alors, ce contrat, il a évolué beaucoup. Avec l'avenant 7, maintenant, c'est 4 000 euros par an. Donc, c'est un contrat de 3 ans qui est renouvelable tacitement tant qu'on est dans une zone très sous-dotée. Initialement, c'était 3 000 euros par an et on avait en plus une exonération de cotisation d'URSSAF qui pouvait aller jusque 3 000 euros. Donc, ça faisait quasiment 6 000 euros par an. Cette exonération de cotisation URSSAF a été transformée en aide supplémentaire. Donc, 2 600 euros. Donc, on avait 5 600 euros. C'était supprimé avec l'avenant 5. Donc, on est repassé à 3 000 euros. Et donc, là, on est remonté à 4 000 euros. Donc, c'est une petite évolution par an. Et après, on avait donc dans les zones intermédiaires, c'est des zones où l'installation est libre, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de restriction. Et les zones non prioritaires, donc c'est la règle du 1 pour 1 qui s'applique. C'est-à-dire que pour s'installer, il faut qu'il y ait un départ. Donc quand on quitte la zone, on désigne son successeur. Et si on veut s'y installer, il faut trouver quelqu'un qui nous désigne comme successeur ou il y a des dérogations possibles aussi éventuellement. Oui, là, on rentre vraiment sur une application qui est très large. C'est un peu notre quotidien, qui suis représentant en département aussi, où il y a de grosses zones non prioritaires. C'est justement ce jeu des chaises musicales, au final. Voilà. Et on avait vu apparaître déjà des difficultés, premièrement. Et donc, avec l'avenant 7, on a cherché à réduire ces difficultés de cession de conventionnement, puisque il y a des gens qui se sont un peu amusés ou ont pris un peu en otage parfois des titulaires, tout simplement, pour réussir à revendre des choses. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, l'idée, ça a été de préciser l'avenant en créant une charte avec des retours d'expérience qui étaient faits par les différents représentants au sein de la commission paritaire nationale et ainsi pouvoir établir une charte qui est disponible, que vos représentants syndicaux ont à leur disposition et qui permet justement d'établir les dérogations qui peuvent exister, les clauses de changement, le minimum d'activité. Elle précise de manière beaucoup plus juste, il me semble, puisqu'on a eu quand même une grande marge de discussion et de progression sur ce texte et de nous amener vers quelque chose qui répondait aux demandes de terrain, ou en tout cas qui permettait de sortir des voies sans issue qu'on avait pu rencontrer durant les années précédentes. Voilà. On avait aussi détecté un souci qui, pour nous gênait profondément, c'était qu'il y avait des disparités territoriales. C'est-à-dire que vous aviez des CPAM qui étaient très facilitantes, très gentilles, on va dire ça comme ça, qui facilitaient les choses beaucoup. Il y en a d'autres qui étaient très pinailleuses et qui cherchaient la petite aiguille pour bloquer les installations, les dérogations et compagnie. Et ce qui fait qu'on avait d'un territoire à l'autre des différences de traitement des dossiers, et ce qui n'est pas acceptable à notre point de vue. Et cette charte permet d'harmoniser les choses afin que le traitement dans les zones non prioritaires, que vous soyez dans le Bas-Rhin, que vous soyez dans l'Hérault ou n'importe où ailleurs, soit soit le même pour tous les kinés. Et ça a permis de réguler un peu les choses pour qu'il n'y ait pas d'interprétation ou très peu et que ce soit très clair pour tout le monde sur les règles, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible.
Ça reprend ce qu'on a dit précédemment. L'égalité des chances pour l'accès aux soins pour les usagers, oui, mais l'égalité des chances aussi sur tout le territoire pour les kinés. C'est ce pourquoi on s'est battu et on était assez satisfait finalement de ce qu'on a réussi à obtenir. Alors Thomas, tu parlais des aides incitatives. À qui doivent s'adresser les kinés justement pour obtenir ces aides ? Alors, il faut s'adresser à la CPAM. En règle générale, quand un kiné arrive dans la zone et s'installe, bien souvent, il y a un rendez-vous avec la CPAM pour signer la convention, etc. Et là, on lui propose. Si jamais ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à faire une demande écrite. C'est toujours mieux de faire une demande écrite, comme ça, on a une date de début. C'est-à-dire, vous faites une demande écrite et si elle est traitée 3 semaines après, vous demandez l'application à partir du moment où vous avez fait la demande. Et ça se passe très bien. Souvent, les CPAM dans ces zones très sous-dotées sont quand même facilitantes parce qu'elles ont tout intérêt à ce qu'il y ait des nouveaux kinés qui s'installent et qui soient contents de s'installer, qui soient heureux dans leur pratique et dans leurs conditions d'exercice. Donc, ils sont assez facilitantes. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des CPAM qui se feront un plaisir de vous répondre. Alors, des fois, elles mettent un peu de temps parce qu'elles sont un peu débordées aussi par moment. Et si jamais il y a le moindre souci, la moindre difficulté, parfois on en rencontre dans l'application des contrats. Il ne faut pas hésiter à contacter son syndicat départemental parce qu'on a des commissions paritaires départementales justement, donc on a un lien direct avec la CPAM et ça peut permettre de lever les blocages qu'il peut y avoir sur un problème d'installation, de date ou quoi, et de faciliter les choses. Et globalement, de toute façon, dans les zones très sous-dotées, les CPAM sont quand même facilitantes. Oui, il y a des endroits où ça bloque plus que d'autres. Vous parliez aussi de dérogations. Alors, pour les zones non prioritaires, quelles sont-elles ? Alors, il existe des dérogations qui sont à différents niveaux. On va avoir la dérogation tout simplement pour rapprochement familial. Donc, c'est une dérogation qui est donnée dans le cadre d'une mutation pour le travail, notamment. Mutation qui, donc, au sens du terme, est une imposition. Donc, on vous impose de vous déplacer, d'aller quelque part. Et donc, si votre conjoint est imposé, ou votre conjointe, bien sûr, se retrouve imposé à se déplacer, vous pourriez faire une demande de dérogation avec la pièce de mutation, tout simplement, à l'appui. On va avoir la dérogation pour ce qu'on appelle les spécificités d'exercice, des spécificités qui sont reconnues comme étant déficitaires sur l'ensemble du territoire, donc aussi sur les zones non prioritaires. Donc, dans ces spécificités, on va avoir la pratique de la rééducation maxillofaciale, la pratique de la pédiatrie, du pelvipérinéen et respiratoire. Et le respiratoire. Voilà. Vestibulaire. Et vestibulaire. Oui, en plus, 5, c'est justement une des dérogations que l'on positionne le plus à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu, je pense, un vrai engouement et un gros travail aussi des sociétés savantes à ce niveau. Et donc, on a quand même beaucoup de gens de plus en plus qui sont formés et qui, donc, du coup, peuvent venir donner cette offre de soins sur l'ensemble du territoire. Donc, à l'origine, c'était assez restrictif. Il fallait avoir pratiqué pendant 3 ans plus de 50% de l'activité, donc le justifier, puisque je vous rappelle qu'avant, l'ANGAP n'avait pas forcément des éléments traçants pour l'ensemble de ces actes-là. Depuis le changement de la nomenclature, depuis que les nouvelles lettres clés permettent de tracer justement le vestibulaire, vont permettre de justement retrouver cette activité. Mais ça ne nous paraissait pas cohérent. Comment on peut être cohérent en disant vous venez travailler que si vous avez pratiqué, alors qu'il y a des gens qui sont formés mais qui n'ont pas eu cette pratique-là. Alors, ce qui était génial, c'est que dans le texte de l'avenant 7, il était marqué hors étudiants, les étudiants pouvaient demander la dérogation puisqu'ils ne pouvaient pas justifier 3 ans d'activité puisqu'ils n'avaient pas fait 3 ans. Donc, ça a été un grand point de débat. On a maintenu quand même notre position en disant tout titulaire, finalement, qui justifierait d'avoir une formation en vestibulaire et qui s'engagerait, je vous rappelle qu'il y a un engagement derrière quand même sur cette dérogation, qui s'engagerait à aller vers cette pratique majoritairement, plus de 50% de son activité, eh bien, tout simplement, pouvait s'installer. Et on a eu gain de cause. Donc, toute manière de justifier de votre spécificité va vous permettre de vous installer avec cette dérogation sans pour autant que vous soyez ou un jeune diplômé ou quelqu'un qui ait pratiqué à plus de 50%. Voilà, c'était vraiment essentiel, sachant qu'il y a une contrepartie à cela, et c'est ce qui n'était pas marqué dans l'avenant 5, c'est que ces conventions, ces dérogations, telles qu'elles sont données, à partir du moment où vous ne remplissez pas la condition, la CPAM peut vous la retirer, tout simplement en disant que vous n'avez pas respecté votre engagement. En termes de dérogation, on a aussi le risque économique, Merci. c'est-à-dire
Donc, il y a un découpage en bassin de vie, c'est-à-dire, et la règle, c'est 1 pour 1. Mais si vous avez un cabinet où vous êtes 5 kinés et vous avez un assistant ou un collaborateur qui quitte votre cabinet, mais qui reste dans le même bassin de vie, le cabinet ne peut pas le remplacer. Il ne peut pas le remplacer puisque le kiné ne quitte pas la zone. Et donc, il y a cette dérogation pour risque économique et qui permet au cabinet de demander un conventionnement alors qu'il n'y a pas de départ de la zone, parce que le départ de son collaborateur, de son assistant du cabinet, met en risque économique le cabinet. Il y a un péril pour le maintien économique du cabinet. Il participait aux charges activement. Exactement. Donc, toutes les charges fixes, notamment le local, les crédits sur le matériel, voilà, les engagements, des choses qui sont engagées sur le temps. Et on se bat aussi pour l'ensemble des kinés, et que ce soit pour les assistants, les collaborateurs, mais aussi pour les titulaires qui ont parfois mis... Et j'ai rencontré des gens en véritable détresse qui ont vu leurs assistants partir par 1, par 2, par 3, alors qu'ils leur avaient proposé même de s'associer, et qui sont partis et ont laissé dans grande détresse les titulaires qui étaient sur place. Donc, il fallait trouver une solution, et c'est pour ça aussi, quand on parlait de la règle du 1 pour 1, que les titulaires, désormais, ont à la charge de nommer le remplaçant avec une co-signature de l'assistant ou du collaborateur qui partirait. C'est pas pour enfermer la chose, c'est pas pour pénaliser l'assistant collaborateur, c'est pour assurer la pérennité de structures qui se sont engagées parfois depuis des dizaines d'années. J'ai eu des personnes de plus de 65, 70 ans qui m'ont appelé en disant « mais mon cabinet, ça fait 40 ans que je travaille dedans et j'ai tout le monde qui s'en va. Et qu'est-ce qui m'attend ?» Donc, on a cherché à réellement sécuriser aussi les cabinets, les titulaires, les assistants, puisque c'est aussi pour leur liberté derrière, de réussir à pouvoir se déplacer. Mais il fallait absolument être beaucoup plus précis sur la charte. Voilà. Tout à fait. Et il y a aussi, dans les dérogations pour motifs personnels, il y a aussi pour les problèmes de maladies graves, du conjoint, de nous-mêmes, évidemment. Et voilà. Il y a des dérogations possibles à ce niveau-là qui ont été... Voilà. Tout est précisé dans la charte pour éviter tout problème d'interprétation et pour être sûr de ce qu'on fait. Donc là aussi, pour ces demandes de dérogation, il faut se rapprocher de la CPAM. Oui, alors je vous encouragerais plutôt à aller vers vos responsables syndicaux qui les maîtrisent plutôt bien, en règle générale, puisque nous, on a fait déjà plusieurs informations et formations sur les différents cadres qui sont en commission paritaire départementale. On est parfois un peu plus justement au fait, nous, représentants syndicaux, pour pouvoir expliciter les choses. Le souci, c'est que vous savez qu'il y a différents niveaux de prise en charge quand vous appelez Amélie Pro, et que parfois le premier niveau n'est pas forcément le plus à même de répondre précisément à vos attentes. Donc là-dessus, je pense que déjà se renseigner dans un projet, puisqu'on vous demande d'écrire un projet professionnel, pour que votre projet professionnel s'inscrive dans une réalité conventionnelle, il est important de se rapprocher des représentants syndicaux, et derrière, on vous accompagnera avec grand plaisir pour faciliter et justement la prise en charge de vos dossiers. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que les zones non prioritaires sont des zones très dynamiques. Et même si on parle de restrictions d'installation, il y a énormément d'installations, de turnover, donc des 1 pour 1, donc ça c'est facile, et des dérogations. Et du coup, c'est quand même un travail important et très chronophage de la part des représentants départementaux, parce qu'ils passent du temps au téléphone avec les kinés, ils passent du temps avec la CPAM pour expliquer les dossiers. Enfin, il faut instruire les dossiers. Enfin, quand on en a 20 à 30 par mois, c'est à peu près ça. Chronophage. Ça prend du temps, et du coup, au fur et à mesure du temps, ils deviennent experts sur le sujet. Donc, si à un moment vous avez un projet bancal, il vous le dira. Comme ça, vous n'irez pas vous lancer dans créer un dossier pour rien, ou perdre de temps et d'énergie pour tout le monde. Par contre, si vous avez un projet, il vous dira si tu fais ça, ce sera encore mieux et tu auras encore plus de chances de passer. Est-ce que la Fédé aussi a des outils pour connaître en fait la commune où je souhaite exercer, dans quelle zone elle se situe ? Alors on a mis en place depuis qu'on a eu le classement en appel. Alors, donc la publication se fait au fur et à mesure. On a, nous, un fichier de zonage qu'on a depuis un petit moment et qu'on a mis un outil à disposition sur le site internet qui s'appelle Votre Zonage, qui vous permet de savoir votre commune, dans quelle zone elle devrait être. Alors, sous réserve des modifications par l'URPS et de l'ARS, etc. Donc, sous réserve de publication définitive du zonage. Mais on a mis c'est écrit. Si vous tapez votre commune et qu'elle peut passer d'un truc à l'autre, on le dit. Et on nous dit de vous contacter pour être sûr. Donc, il y a cet outil qui est disponible. Après, il y a des outils comme Rézone Kiné.
qui vont être mis à jour, qui ne le sont pas encore, qui vont être mis à jour une fois que tous les zonages seront publiés. Alors ça va être compliqué pour eux, parce que si les zonages se mettent à jour tous les 3 mois et qu'en plus ils doivent être mis à jour tous les 2 ans obligatoirement, donc ça va vite être une gymnastique compliquée. Mais donc il y a Réseau de Kiné qui va être mise à jour. Nous, on a l'outil Votre Zonage et n'hésitez pas à contacter vos représentants départementaux qui sont assez au courant en tout cas pour des zones. Pour rappeler, on parlait tout à l'heure de la CRSA. La CRSA va valider et donc c'est publié, la carte du zonage. Elle est publiée, donc elle est aussi... on peut la récupérer sur Internet de manière assez facile. Il faut bien sûr s'y intéresser, mais quand on a un projet professionnel qui nous tient à cœur et souvent qui est relié à un projet personnel, voilà, je pense que c'est important de s'y intéresser de manière complète pour que l'on puisse avoir les meilleures réponses et ne pas se planter et réussir à être efficace après sur son installation et réaliser son projet. J'ai vu aussi lors de soirées d'événements aussi qu'au niveau départemental, qui pouvaient être organisés des sujets en fait sur ce thème. Donc je pense que voilà, il ne faut pas que les kinés non plus hésitent à participer à ce genre d'événements et profiter de ces événements en présentiel pour poser toutes les questions. Ces soirées, ça fait partie de la vie professionnelle. Il y a un moment ou un autre, il faut qu'on arrive aussi à un moment ou un autre. J'entends souvent, on a la tête dans le guidon, c'est compliqué, on découvre le zonage. Le zonage, le changement avec l'avenant 7, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a été annoncé, on essaye de donner beaucoup d'informations. Je comprends que parfois il y a pléthore, parfois il y a aussi, heureusement et parfois malheureusement, les réseaux sociaux qui donnent des informations, des contre-informations. On est quand même à l'ère de la post-information, donc tous les post-vérités, et ces post-vérités remettent en cause des choses qui sont sûres. À l'heure actuelle, ceux qui ont les réalités en main et qui peuvent vous répondre de manière sûre et certaine, ce sont vos représentants élus, car ils ont l'ensemble des informations publiées à vous donner. Voilà, ne pas trop se fier finalement à ce qui peut ressortir parfois de manière populationnelle, mais aller plutôt vers l'expertise. Merci pour ton conseil. Est-ce que tu en aurais un dernier, Thomas, sur ce sujet du zonage ? Non, je pense que c'est vraiment important de garder contact avec les kinés de son territoire et aller à ces soirées pour rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, et puis d'échanger avec les représentants syndicaux pour savoir comment les solutionner, comment améliorer les choses. Et voilà, puis faites que ça permet aussi, nous, d'avoir vos remontées de terrain, donc c'est hyper important. Donc voilà. Très bien. Merci. En tout cas, je n'hésiterai pas à ajouter tous les liens de cette charte du site de la Fédé. Vous les retrouverez bien sûr lors des descriptions de l'épisode. En tout cas, un grand merci Arnaud, un grand merci Thomas. Merci à toi de nous recevoir, c'est toujours un plaisir. Merci à vous et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Dans le prochain épisode de KinéCast, je reçois Sophie Pierrard, kiné à Saumur, très engagée dans l'exercice coordonné. Elle nous partagera son expérience concrète en MSP et en CPTS. Comment elle s'est lancée, les étapes, les dynamiques de groupe, les projets mis en place. Un épisode inspirant pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre l'exercice coordonné. Alors à la semaine prochaine sur KinéCast. Kiné Actualité est partenaire de KinéCast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession.